En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, En direct de chez vous, dans un endroit pas commun pour une fois, c'est dans le cimetière de Bardines en Angoulême. Et lorsque nous enregistrons, nous sommes tout à fait fin septembre et vous allez nous voir avec Florent Gaillard qui me fait la joie, comme d'habitude, de commenter ces émissions historiques, lui qui connaît parfaitement le patrimoine et même le patrimoine des tombes et du cimetière de Bardines. Eh bien, nous sommes en chapeau et lunettes de soleil. Donc, lorsque vous écouterez cette émission, peut-être qu'il fera froid ou qu'il pleuvra. Mais enfin, en tout cas, ne soyez pas surpris pour ceux qui nous voient sur Télé 16. J'en profite pour saluer Solène qui prend l'image. Alors, Florent Gaillard, bonjour. Bonjour Jean-Michel. On ne vous présente plus directeur du musée du papier, directeur des archives municipales, historien et bien d'autres choses encore, et même prof. Donc, nous avons la chance d'être avec vous aujourd'hui. Quand on a parlé d'une éventuelle émission sur le cimetière, ça a fait tilt et je me suis dit, oui, il faut faire ça. Peut-être on le passera pour tout ça, mais c'est une émission qu'on peut regarder quand on veut, puisqu'on parle de patrimoine funéraire. Avec grand plaisir, Jean-Michel. Vous êtes ici donc dans le cimetière de Bardines, le plus grand cimetière d'Angoulême, le plus ancien. C'est un peu le Père-Lachaise local. On l'appelle le petit Père-Lachaise d'ailleurs, puisqu'on y retrouve les grandes figures qui ont marqué l'histoire de la Charente, l'histoire d'Angoulême, et même beaucoup plus large. Et puis aussi toute une sorte de monument de toutes les époques. Depuis au moins 2 siècles, nous avons là un témoignage extraordinaire, à la fois du patrimoine, mais aussi de l'histoire. Donc c'est un lieu vraiment qui mérite à être redécouvert. Et en plus, la ville d'Angoulême est en train d'investir le lieu pour restaurer ce jardin, y transformer des tombes en columbarium et aussi à revégétaliser ce cimetière qui nous raconte et qui nous plonge dans l'histoire de notre belle ville. Bien, on a été tout à l'heure avec M. François Elie, qui est un élu municipal de la ville d'Angoulême et qui nous a parlé longuement de leur projet de faire que ce cimetière devienne ou redevienne un jardin. Oui, puisque lorsqu'il a été élevé, donc vers 1808, donc on est au début, vous voyez, du 19e siècle, à l'époque de Napoléon Ier, il a été conçu comme un jardin. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure en déambulant à travers les allées de ce cimetière que les premiers carrés, au moins les 4 qui nous entourent là, connaissent encore l'emplacement des anciens arbres qui étaient là, d'où la position des tombes qui est un peu anarchique, puisque c'était entre les arbres que les tombes ont été implantées les unes après les autres. Et puis malheureusement, avec le temps, les tempêtes, les arbres qui sont morts, eh bien ce cimetière est devenu beaucoup plus minéral, d'où la décision des élus de lui faire retrouver son état d'origine pour se rapprocher un peu du Père-Lachaise de Paris. Si vous connaissez le Père-Lachaise, c'est un lieu de promenade, c'est un beau jardin. Et notre cimetière de Bardines, quand on le retrouve en photo, on a la chance d'avoir aux archives des images de la fin du 19e, eh bien en fait on rentrait dans un jardin bordé de magnolias, de cyprès et de toute une série de beaux arbres au milieu de ces tombeaux qui nous racontent notre histoire. Alors moi je vais poser une petite colle peut-être. Ce cimetière, vous parlez de 1808. Avant, où est-ce qu'on enterrait les gens ? Ah, bonne question. Eh bien, on va se replonger dans l'histoire, peut-être pas revenir à l'époque préhistorique, mais au moins à l'époque gallo-romaine. Vous savez que le premier évêque d'Angoulême, un certain Ozone, est mort, on pense, au 3e ou au 4e siècle, et il a été inhumé non pas dans la ville, mais hors les murs, le long de la voie romaine. Ça nous rappelle les traditions. Si vous allez à Rome, sur la Via Appia Antica, on retrouve justement les tombeaux des Romains qui étaient inhumés comme ça le long des voies hors les murs. Eh bien, les premières tombes donc d'Angoulême, à l'époque gallo-romaine, étaient établies le long de la voie romaine. Aujourd'hui, c'est l'actuelle rue Saint-Ozone, la rue de Bassot, vous voyez. On connaît bien ces rues aujourd'hui. Et donc, c'est normal que le premier évêque martyr d'Angoulême, comme les autres, finalement, ait trouvé sa tombe ici, le long de cette voie romaine. Et avec le temps, il est devenu saint. On a honoré sa mémoire et c'est devenu l'église Saint-Ozone qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Alors, j'allais dire de ces premiers temps, dans ces premiers siècles, du premier évêque d'Angoulême jusqu'à aujourd'hui, il y a une marge. Donc, sans doute, ce terrain a été acheté à un moment pour assainir peut-être l'endroit où on mettait les morts. Si vous voulez, après, l'Église catholique s'est implantée, la chrétienté, des églises ont été construites et les cimetières se sont développés
autour des églises, comme on le voit encore aujourd'hui en Bretagne, en Pays Basque. Les cimetières sont souvent restés sans mur autour des églises. C'était le cas à Angoulême, au fond, on va dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'église Saint-Martial, Saint-Ozone, Loumeau avaient leur cimetière. Et puis il y a un premier coup d'arrêt à cette situation-là, c'est un édit de Louis XVI qui va interdire les inhumations dans les églises, puisqu'on enterrait aussi bien à l'extérieur des églises, dans les cimetières, mais aussi à l'intérieur des églises. Et au fond, les églises devenaient des propres cimetières. Donc tout cela était d'un point de vue de l'hygiène assez mauvais. Et finalement, c'est un certain Bonaparte, devenu Napoléon Ier, qui en 1804 va légiférer. La grande législation des cimetières, finalement, elle est inventée au sortir de la Révolution par l'empereur Napoléon, qui va fixer les règles des cimetières, donc supprimer les cimetières dans les villes pour des raisons d'hygiène et demander aux communautés urbaines d'acquérir des terrains à l'extérieur des villes, de les entourer de murs, de façon à ce qu'on puisse inhumer toutes ces personnes-là. Donc vous voyez, à partir au fond du début du 19e siècle, suppression des cimetières de la ville d'Angoulême, très nombreux, et acquisition ici d'un terrain qui ouvre ses portes ici en 1808. Très bien, écoutez, merci pour cet éclairage dans l'histoire et dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et puis, puisque nous parlions de cette allée et puis d'une nouvelle végétalisation, c'est à la mode certes, mais de ce cimetière, je vois pour preuve le panneau qui est derrière moi, c'est un point d'information, il y a écrit « Travaux d'aménagement de l'allée principale, entrée principale et rond-point, aménagement qualitatif avec pavé en pierre naturelle et mise en valeur de la croix aux anières. » Donc on a bien compris, il y aura des pavés, pas des gravillons ni du goudron. Et alors nous sommes donc au pied de cette croix aux anières. Vous pouvez déjà nous en dire deux mots. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une croix aux anières ? Alors cette croix aux anières, elle a une histoire assez incroyable parce qu'elle n'était pas destinée à l'origine à trouver sa place ici. Il faut vous replonger dans l'histoire de la Révolution française. Cette colonne, surmontée aujourd'hui d'une croix, cette colonne ionique, vous apercevez le caractère chapiteau, cette colonne se trouvait sur la place du Champ de Mars, à Angoulême. Vous savez qu'au début de la Révolution française, Paris, il y a une grande manifestation, la fête de la Fédération, au Champ de Mars à Paris. Ce grand terrain est baptisé Champ de Mars, voilà, en l'honneur du dieu Mars, dieu de la guerre. Et donc Angoulême va vouloir la même chose. Et c'est comme ça qu'au début de la Révolution française, la place du Champ de Mars est aménagée, au pied des remparts de la ville, et on va installer sur cette place une colonne. Et c'est justement cette colonne, mais à l'époque, nous sommes en pleine révolution, il ne s'agit pas de mettre une croix, elle était surmontée d'un bonnet phrygien. Ah oui, d'accord. Ce bonnet évidemment a disparu et lorsque la place du Champ de Mars a été ensuite aménagée, il a été décidé donc d'enlever le bonnet phrygien et comme elle allait être située au milieu, au carrefour des 4 premiers carrés du cimetière de Bardines, eh bien on y a installer une croix qui rappelle bien sûr que la religion chrétienne était la religion de la majeure partie des personnes enterrées ici, même s'il y a d'autres personnes de confession juive ou aussi musulmane qui sont enterrées dans ce cimetière ou qui n'ont pas de confession. Donc cette croix, vous voyez, est ici un témoignage, c'est assez extraordinaire, de toute l'histoire de notre ville finalement, de l'histoire de la Révolution et puis aussi de l'histoire du début des cimetières, puisque vous êtes là, au fond, dans le premier cimetière aménagé d'Angoulême, un autre cimetière aux Trois Chênes, Angoulême, qui sera ouvert en 1964, qui est aussi très important. Mais vous vous retrouvez ici, donc, dans quelque sorte la mémoire de la ville, puisque on est à peu près à 17 000 concessions, puisque les concessions n'ont commencé ici qu'à partir de 1835. On les conserve, aussi bien mes collègues du service des cimetières que les archives municipales. Nous avons des témoignages de ces concessions, souvent à perpétuité, que les familles, comme ça, ont pu acquérir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ici sont inhumés près de 100 000 personnes, ce qui est tout à fait considérable, sans oublier toutes celles et ceux qui étaient inhumés dans les cimetières de la ville et dont les ossements, lorsque les cimetières ont été fermés, ont été déposés le long des murs du cimetière. Donc peut-être parmi les ossements de célébrités angoumoisines, c'est ceux du général Régnier, le fameux général volant. Dont on avait parlé lors d'une émission, qui s'est envolé depuis les remparts, voilà, et qui a atterri là où il y a aujourd'hui la bande dessinée, le musée, voilà, de la bande dessinée. Et qui avait été inhumé dans le cimetière Saint-Ozone. Donc on peut imaginer, voilà, que les restes de ces premiers hommes volants de l'histoire, c'est quand même pas rien, et un angoumoisin, et un général de 70 ans, eh bien, reposent le long de ces murs. Donc vous voyez, c'est vraiment un plongeon dans la mémoire d'Angoulême. Et vous allez voir, on va retrouver les familles célèbres d'Angoulême, des dynasties de maires, d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'artistes qui sont inhumés dans ce cimetière depuis plus de 200 ans. Donc ça, c'est formidable.
Alors nous avons hâte de vous suivre et vous nous emmenez où pour la première visite de ces gens célèbres ici inhumés? Et je vous emmène vers, parmi les plus anciennes tombes qui existent, qui subsistent, celle de la famille d'Escravalla de Bella. Bella était un maire d'Angoulême à l'époque de Napoléon, et c'est d'ailleurs lui qui a reçu l'empereur Napoléon à Angoulême. On y va. Voilà, cher Florent Gaillard, nous avons un peu cheminé dans le cimetière et nous sommes là au début de la visite dont vous vouliez me parler. Oui, puisque nous sommes devant peut-être les plus anciennes tombes de ce cimetière, vous voyez, de simples dalles, qui font penser d'ailleurs aux tombeaux médiévaux que nous trouvons dans certaines villes de Charente. Ces dalles sont attachées à une famille, la famille d'Escravalla de Bella, dont le rejeton le plus célèbre est un militaire devenu maire d'Angoulême à l'époque du Premier Empire. L'empereur Napoléon avait choisi de nommer un aristocrate d'Ancien Régime maire d'Angoulême, et c'est d'ailleurs Monsieur de Bella qui a accueilli l'empereur à Angoulême. Monsieur de Bella avait fait construire une très belle demeure non loin de l'hôtel de ville aujourd'hui qui subsiste encore. D'où la rue de Bella. Voilà, d'où la rue de Bella, puisqu'elle jouxtait sa maison. Et vous avez donc ici, parmi les premières tombes de cette famille, à la fois les d'Escravalla de Bella, mais aussi les de Lacroix. Ici, Jean-Édouard de Lacroix, vous voyez, décédé le 15 novembre 1812. Extraordinaire, on est là bien sûr à l'époque de l'empereur Napoléon Ier, à la mémoire d'un fils unique, ici repose. Tout ça est extrêmement touchant, et ces plaques sont très sobres, hein, en céramique blanche, un lettrage noir, et elles témoignent de cette histoire, de ces premières tombes. Donc comme je vous le disais, ici, 1812, on n'a pas de concession. Les concessions vont seulement commencer en 1835. Ça veut dire qu'avant 1835, il n'y a pas d'archives, en gros. On a simplement les monuments qui subsistent. Bien, bah écoutez, c'est un bon début. On va aller crescendo au niveau des tombeaux. On avance. Alors nous sommes arrivés encore à un autre endroit, à une autre forme de tombe, Florent Gaillard. Oui, dans les premiers temps du cimetière, on retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr la forme de sarcophage, et puis après la forme de petit édicule qui ressemble un peu d'ailleurs au tombeau romain, hein, inspiration qu'on va retrouver ici à partir de la Restauration jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc c'est très intéressant, l'art funéraire va évoluer avant d'arriver à la chapelle, en gros une petite copie d'une petite église miniature où les familles d'Angoulême vont rivaliser pour montrer leur puissance, leur fortune, et souvent les uns à côté des autres au fur et à mesure des siècles. Alors là, nous sommes devant le tombeau d'une belle personnalité, d'un personnage assez extraordinaire qui est mort à Angoulême où s'était installé, non loin du théâtre, François Teste, qui deviendra baron d'Empire. Ce personnage, vous voyez, est né en 1775 et mort en 1862 à Angoulême. C'était l'un des personnages les plus célèbres de la ville d'Angoulême au XIXe siècle, puisqu'il était le doyen des généraux de division de la France, mais surtout parce qu'il avait été, bien sûr, un général très important dans les armées napoléoniennes. Il a travaillé avec l'empereur Napoléon Ier, qui parle même de lui dans certains de ses écrits. Et comme vous le voyez, on retrouve ses victoires et ses batailles, notamment à Marengo, à Wagram et dans d'autres lieux marquants des batailles napoléoniennes. J'ajoute que le baron Teste, puisqu'il a été créé baron d'Empire, est écrit, son nom est écrit sur l'Arc de Triomphe à Paris. Donc vous voyez, une figure d'Angoulême dont le nom perdure sur ce grand monument national. On ne verra plus l'Arc de Triomphe à Paris de la même façon. On va plus loin. Merci. Alors maintenant, nous sommes à côté d'une autre tombe, un peu dans le même format que celle de tout à l'heure, un peu plus petite. Pourquoi celle-ci et pourquoi nous sommes arrêtés là, Florent ? Là, nous plongeons dans l'histoire municipale d'Angoulême. Vous savez que Angoulême a la chance d'avoir une commune depuis le XIIIe siècle et nous avons peu de connaissances des tombeaux des maires d'Angoulême d'Ancien Régime, mais vous avez ici le tombeau de la famille Marchais de la Berge, dont un rejeton a été l'un des derniers maires d'Angoulême sous l'Ancien Régime. Ici, le tombeau, une très jolie plaque de bronze de Jean-Baptiste Marchais de la Berge, vous voyez, qui était né en 1758 et qui est mort au XIXe siècle. Donc un hommage à ces premiers magistrats municipaux qui sont nombreux à dormir ici dans ce cimetière. Et même derrière, nous allons découvrir ce petit arc de triomphe, cette porte monumentale qui nous rappelle le souvenir d'un autre maire d'Angoulême,
Normand de la Tranchade. Alors, on fait le tour, effectivement, de la première petite tombe en forme romaine, comme vous disiez tout à l'heure, avec ces 4 petites pointes, même 6 petites pointes, 7, 8 petites pointes, posées sur un gros socle. Et là, oui, effectivement, une porte. Tout à l'heure, je me suis dit, tiens, une porte en plein milieu du cimetière, et je m'aperçois que ça rentre dans une petite cour presque carrée, avec un petit muret et des inscriptions. Dieu soit loué, sépulture de la famille Normand de la Tranchade. Chevalier Normand de la Tranchade, qui fut maire d'Angoulême. Monsieur Normand de la Tranchade est aussi une grande figure, lui aussi un ancien militaire, de l'ancienne famille de maire d'Angoulême, puisque les Normands étaient maires depuis le XVIe siècle. Un de ses aïeux avait été maire à la fin du XVIe siècle, et lui-même a été un grand maire d'Angoulême. C'est lui qui a accueilli le futur empereur Napoléon III pour inaugurer l'arrivée du train à Angoulême. On lui doit aussi beaucoup de créations, d'écoles, la création aussi de l'église Saint-Jacques de Loumeau et beaucoup d'autres constructions. Et c'est surtout lui qui a eu l'idée de transformer le château d'Angoulême en mairie. Donc le chevalier de la Tranchade, donc on est le château de la Tranchade, tout près d'Angoulême, est inhumé ici, vous voyez, avec sa famille. Et nous trouvons le long de ce petit enclos un certain nombre de poésies, de phrases, de pensées à la mémoire de cette famille et de ce personnage. Un livre ouvert en forme de pierre dans un petit cloître intérieur. Tout à fait. Bon, alors maintenant, après Normand de la Tranchade, où est-ce que vous nous emmenez, Florent ? Pas très loin, pour retrouver ici une famille d'artistes. Parce que le cimetière de Bardines est peuplé, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'artistes, de musiciens, de sculpteurs. Et là, vous avez le tombeau, d'ailleurs la sculpture représente, vous voyez, un visage avec un homme qui tient un violon dans la main. Il s'agit de Léopold Tanviré, qui fut le créateur du conservatoire de musique d'Angoulême. Léopold Tanviré, dont la fille a longtemps été professeure de piano. Elle avait d'ailleurs coutume de raconter ses souvenirs, parce que son père était directeur, il était inspecté souvent par des grands musiciens, et elle se souvenait d'ailleurs d'avoir été bercée quand elle était enfant par un certain Gabriel Fauré, lorsqu'il venait à Angoulême. Voilà. Et d'ailleurs, le conservatoire porte le nom aujourd'hui de Gabriel Fauré. Excusez du peu. Alors, un petit muret, un socle en pierre, et puis une petite grille. Voilà, on évolue un petit peu dans le temps. Une tombe plutôt classique, sobre, et évidemment une sculpture qui représente Léopold Tanviré, mais attention, pas n'importe qui, sculptée par le gendre de Léopold Tanviré, puisque la fille Tanviré avait épousé un sculpteur qui s'appelait René Pajot. René Pajot, c'est un des grands sculpteurs d'Angoulême. Vous connaissez certainement le monument aux déportés qui est à côté de la gare, où on voit ces deux personnages marqués par la souffrance, bien sûr. C'est la dernière œuvre de René Pajot. Et René Pajot est inhumé là, et ce qui est très émouvant, c'est que sur le côté, si vous avancez, vous allez voir ici les outils du sculpteur qui sont justement présentés ici sur la tombe de son beau-père, de sa belle-mère, et bien évidemment de lui-même, René Pajot, sculpteur, 1885-1966. Et vous avez bien sûr les outils du sculpteur. Oui, dont le marteau, le compas, etc. Très, très, très touchant. Voilà, 1885-1966. Tout à fait. Alors, on va aller plus loin maintenant, cher Florent. Alors, Florent, maintenant, nous sommes... Alors, c'est assez particulier, devant un petit chemin balisé de pierre, arrondi, et ça nous fait une déambulation en chemin qui nous mène jusqu'à un enclos. On pourrait se croire en Bretagne, finalement, avec une petite barrière en fer qui nous ouvre sur une cour intérieure. Tout ça est sculpté, et au milieu, une sorte de grand monument avec un blason et une croix. Le tombeau de la famille Lacroix. Qui ne connaît pas en Angoulême et en Charente les Lacroix, qui ont été pendant plus de 7 générations des grandes figures du papier en Charente et qui ont fait travailler tant de familles, tant de femmes et d'époux dans les différentes usines qu'ils avaient pu créer. Et vous avez ici un hommage, vous voyez, sur certains tombeaux, puisqu'ils sont très nombreux à être inhumés là. Il y a des plaques de marbre à Jeanne Zélie Lacroix, décédée à la papeterie de Saint-Cybard, donc au cœur de la ville. Aujourd'hui, c'est l'Engmin qui est là, vous voyez, on est à côté de la Part City, et au milieu vous avez un hommage des usines de Mazères sur le Salat, puisque Léonide Lacroix avait créé des usines non loin de Toulouse, au bord du Salat, pour fabriquer son papier, qui ensuite était, papier notamment à cigarette, qui était ensuite façonné à Angoulême dans les usines de Saint-Cybard. Donc les Lacroix, c'est une merveilleuse aventure qui perdure au musée du papier, où on essaie toujours d'entretenir la mémoire de cette famille, qui a été peut-être l'une des grandes familles, là, avec les Laroche-Joubert, industriels du monde du papier à Angoulême.
Et un petit clin d'œil à Chantal Lacroix. Et un petit clin d'œil à cette chère Chantal qui a tant fait pour la radio. Exactement. Alors on lui fait un petit clin d'œil, comme ça elle nous regarde sûrement autour de la tombe de ses ancêtres. Alors où va-t-on maintenant ? Maintenant, nous allons découvrir d'autres tombeaux qui vont nous plonger également dans d'autres atmosphères, dans d'autres époques. Allons-y. Maintenant, Florent, nous sommes à une sorte de carrefour et c'est une nouvelle allée végétalisée dont on parlait tout à l'heure qui est en cours de fabrication, j'allais dire, d'implantation. On voit les arbres plantés, l'allée et puis on s'arrête à côté d'une tombe, celle du capitaine Cordéran. Oui, une belle figure d'Angoulême, l'un des bienfaiteurs de la ville. On lui a rendu hommage l'année dernière aux archives lors d'une exposition, bienfaiteur des pauvres, puisqu'il avait donné certaines sommes d'argent pour les hospices d'Angoulême. Et vous avez justement son médaillon qui le représente avec ce petit nœud. C'est un personnage très, très attachant qui est un des bienfaiteurs de la ville et dont une rue de la ville porte le nom. Bien, alors là, on avance dans cette belle allée. Il y a une chapelle, on dirait presque un peu une imitation de la Sainte-Chapelle à Paris. La famille Thiré et Poitevin. Il y a plein de noms. Je vous disais tout à l'heure, quand on veut savoir qui habite une ville, on va au cimetière et on regarde les noms. Donc c'est plus simple. Où allons-nous nous arrêter maintenant, Florent ? Bien, je vous propose de regarder un petit peu à l'horizon le carré militaire avec cette grande statue, la Gallia de Raoul Verlet, qui domine ce carré militaire où sont inhumés bon nombre de soldats des différents conflits nationaux. Et tout à fait en haut de cette allée, vous avez une très belle colonne qui a été élevée au 19e siècle à la mémoire d'un fils d'Angoulême, le général Liédot, qui est mort durant la guerre de 1870. Et maintenant, il a un boulevard. Oui. Bien. Tout près des casernes. Tout près des casernes. Bien, alors on va rebrousser chemin pour retrouver presque la Croix-aux-Asnières et voir d'autres tombes. Alors là, vous me disiez, Florent, que certaines concessions ou petites chapelles ont été reprises et sont devenues des columbariums. Oui, des tombeaux qui étaient abandonnés ont été repris par la ville et transformés en columbarium pour accueillir des urnes funéraires. C'est un moyen tout à fait intéressant de sauvegarder ces chapelles qui ainsi connaissent une nouvelle vie. Et alors là, on est à côté d'un petit monument, un petit bijou, vous disiez, un reliquaire style Moyen-Âge. Et c'est une très belle tombe, très raffinée, très fine. Très belle tombe qui est l'œuvre de l'architecte Paul Abadie et qui sert de tombeau à un ancien maire d'Angoulême, Zadig Rivaux, un de ces jeunes passionnés d'archéologie et d'histoire qui, dans le sillage de l'abbé Michon et de quelques autres, ont été à l'origine de la sauvegarde du patrimoine en Charente. C'est remarquable. On va faire comme dans Secret d'Histoire. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation avec Florent Gaillard de pouvoir entrer dans cette chapelle. Où sommes-nous, Florent ? Nous sommes devant le tombeau de Lazare Weller et de sa famille. Certainement l'une des merveilles de ce cimetière. Et on a la joie, bien sûr, de pouvoir le faire découvrir. Je vais ouvrir ces portes de bronze et vous allez pouvoir admirer cette couche nuptiale, le tombeau de Lazare Weller, le représentant ici, cette sculpture monumentale, dans les bras de sa première épouse qui était morte toute jeune. C'est un chef-d'œuvre absolu d'un sculpteur d'Angoulême, Raoul Verlet, qui finira à l'Académie des Beaux-Arts. Et on y voit donc Lazare Weller enlacé dans cette couche nuptiale dans les bras de son épouse. Un monument extrêmement touchant, extrêmement romantique, à la mémoire de cette grande figure, Lazare Weller, un immense industriel. Il était député de la Charente également, et sa famille, bien sûr, est attachée à la prospérité économique de la ville, mais aussi de la France. De la maison alsacienne aussi, dont on avait parlé lors d'une émission. Tout à fait. Et je ne peux dire qu'ici, qu'on ne peut que se taire et admirer. Ils sont là, ils sont devant nous. C'est extrêmement émouvant. Franchement, c'est extrêmement émouvant. Et je ne sais plus quoi dire, du coup, pour quelqu'un qui fait de la radio. Donc, on va rester à admirer un peu avec les anges dans les vitraux qui sont juste au-dessus d'eux, en tête de lit. Et puis, on va se retrouver un petit peu plus loin. Alors après ce tombeau Weller où les époux sont enlacés, on ne peut pas rester de marbre sans faire de jeu de mots devant cette magnifique sculpture. C'est incroyable. J'avoue que j'ai été très ému. Et nous sommes dans une allée de chapelle, vous disiez, pour arriver jusqu'à une vraie petite chapelle. Oui, cette allée est tout à fait caractéristique, un peu de cet art funéraire, plutôt de la fin du 19e. Vous voyez, des chapelles souvent fermées par des colonnes, tout assez de 2 ou 3 niveaux en hauteur. Et ce sont presque des rues de chapelles. C'est vraiment caractéristique du cimetière de Bardines. Après les premières dalles funéraires du 19e, on est là dans une série de chapelles magnifiques. Et je voulais vous montrer quand même le petit temple antique de la famille Lehmann, famille extraordinaire à Angoulême, à l'origine du bâtiment des Galeries Lafayette aujourd'hui.
aujourd'hui le grand bazar de Paris. Les Lehmann, vous savez, ce sont un peu nos comment dirais-je, on pourrait dire, comme ceux qui avaient inventé, vous savez, le Bon Marché à Paris, ou voilà les galeries Lafayette. Eh bien, Lehmann, ce tombeau avec ses colonnes, Ah oui, c'est un petit temple grec. C'est un petit temple grec avec cette porte de bronze qui est tout à fait splendide. Ah oui, c'est un très beau monument. On peut avancer un peu plus, on retrouve bien sûr les grandes familles d'Angoulême, les Vélaire, et un peu plus loin, vous avez cette chapelle incroyable, une sorte de chapelle un peu de gothique flamboyant, réalisée par un architecte bien connu qui s'appelle Mignon en Charente, pour une famille, la famille Aymar Croiset, et vous allez pouvoir admirer le détail avec ces pignons accrochés, ces sculptures. On a un ensemble avec des vitraux tout à fait exceptionnels, d'un monument extrêmement impressionnant de l'art funéraire d'Angoulême. Et avec 2 anges, vous voyez, qui portent le nom de la famille. C'est très beau, avec ça fait très 19e siècle Viollet-le-Duc, avec des gargouilles sculptées comme à Notre-Dame ou autre lieu, qui sont des sortes de petits dragons ailés qui sortent de chaque côté. Alors, comment fait-on pour visiter ce cimetière, car on finit notre émission, Florent, comment c'est ouvert, on a les heures d'ouverture, on peut déambuler comme on veut, on peut avoir des renseignements, on peut taper sur un site internet, comment ça se passe? Alors, le cimetière de Bardines est un cimetière communal, donc il est ouvert bien sûr tous les jours au public, et surtout vous avez la chance d'avoir un accueil. Mes collègues de la mairie vous accueillent dans le petit bureau et peuvent bien sûr vous renseigner. Puis vous avez aussi, ils ont créé, la ville d'Angoulême a créé un site internet où vous retrouvez chaque concession, le nom des familles, les personnes qui sont inhumées. C'est un outil extrêmement rare que la ville d'Angoulême a pu créer récemment et qui nous permet de retrouver ces innombrables familles, vous voyez, qui sont inhumées le long de tous ces chemins bordés de chapelles, de tombeaux. C'est toute une mémoire qu'on retrouve ici et qu'on a envie de partager. Eh bien, merci, cher Florent Gaillard, de nous avoir fait revivre cette mémoire et à travers toutes ces tombes, des noms illustres ou moins illustres de la ville d'Angoulême et alentour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.